Et voilà, nous voici donc dans cette dernière étape de notre programme pour parler, oulala, ça va, j'espère que vous n'allez pas vous endormir à cette heure-ci, puisqu'on va parler de chiffres, de beaucoup de chiffres, et du budget qui a été, on le sait tous, toute la discussion a été arrêtée par le 49.3, et donc on est dans une situation très, très, très particulière. Mais pourquoi revenir là-dessus? On pourrait croire que c'est du passé et que finalement, vu la situation, pourquoi s'étendre sur plein de mesures qui n'ont pas été adoptées? Mais d'un côté, il faudra bien avoir un moment un budget 2025 qui devrait être discuté. Et donc, cette discussion reviendra. Et puis, comme l'argent est souvent le nerf de la guerre, eh ben, le budget, en fait, des fois, ça apparaît comme une question technique, mais en fait, c'est extrêmement politique. C'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quelle politique. Et donc là, on voit vraiment les différentes alternatives, les différentes propositions qui sont données. Alors, un petit rappel sur le chemin législatif donc, du budget en général. Le gouvernement présente sa copie, qui est ensuite analysée en commission des finances. La commission des finances vote des amendements, vote sur un texte, qui ensuite est emmené en plénière en Assemblée nationale, qui l'Assemblée nationale elle-même vote des amendements, puis vote les textes de recettes, de dépenses, et l'ensemble du budget, qui ensuite passe au Sénat, et enfin retourne en dernière lecture à l'Assemblée nationale, et c'est à ce moment-là que Barnier a dégommé le 49.3 et s'est tiré une balle dans le pied. Donc, nous, on va revenir un peu en arrière, et aussi une petite précision entre le PLF et le PLFSS, hein, parfois il y a des confusions. Le projet de loi de finances donc, parle des finances de l'État en général, et le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc de la sécurité sociale. Et donc, les deux sont de nombreux milliards. Donc, tout a commencé lorsque le gouvernement a dit il manque en fait 60 milliards d'euros qu'il va falloir économiser. Et donc, dans sa copie au début, il avait prévu 40 milliards d'euros d'économie et 20 milliards d'impôts nouveaux. Alors, ce qui, d'une certaine manière, était déjà une petite victoire culturelle, je dirais, dans le sens où ils disent « Ah, faut augmenter les impôts », alors que c'est vraiment un tabou pour les libéraux. Bien sûr, pas les impôts de tout le monde, mais les impôts des plus riches, c'est ce qu'on pense en tout cas. Donc, la Commission des finances a ensuite examiné ce texte-là et a voté de nombreux amendements issus du NFP, du Nouveau Front Populaire. Mais à la fin, lorsqu'il s'est agi de voter l'ensemble du texte a été rejeté. Donc, c'est la copie originale qui est arrivée en séance plénière à l'Assemblée nationale. C'était début novembre, fin octobre, début novembre. Et là, rebelote, de nombreux amendements ont été, le texte a complètement été transformé. Et en grande partie également dû à l'absence de tout ce qu'on appelle le socle commun. De nombreux députés qui appuyaient le gouvernement qui n'ont pas été du tout présents lors de ces séances à l'Assemblée nationale. Et donc, ça a permis de faire passer de nombreux amendements, mais également, des fois, il y a eu des alliances de circonstances entre le NFP et le MoDem, le NFP et les Républicains, le NFP et le RN, enfin, tout ce qui pouvait y avoir. Et donc, ça a transformé ce budget qui finalement a été déclaré par NFP compatible. Et à la fin, lorsqu'il s'est agi de voter l'ensemble du texte, le Nouveau Front Populaire a voté pour, alors que la droite, le camp gouvernemental et l'extrême droite ont voté contre. Et donc ensuite, il a été envoyé dans la version originale du gouvernement au Sénat. Et c'était une situation assez cocasse où finalement, un budget qui originalement à l'origine a été proposé par un gouvernement, finalement est rejeté par le camp qui appuie ce gouvernement. Voilà. Alors, on va peut-être passer maintenant à quelque chose de plus hard maintenant. Voilà, justement, concrètement,
Alors, j'ai préparé un petit visuel pour pouvoir lire ça. Je ne sais pas si Lucie... Ah, voilà, je vais le mettre à l'écran. Voilà, donc les propositions du gouvernement, on va parler ici que des recettes. Que des recettes, hein, pas des dépenses. Bien sûr, les recettes permettent de nombreuses dépenses pour faire fonctionner le pays. Donc, d'abord, le gouvernement a proposé certains impôts, puisqu'il a proposé de récupérer 20 milliards d'euros. Et j'en ai mentionné quelques-uns. Peut-être celui-là, c'est pas mal de le connaître, le CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus. C'est un peu embêtant comme nom. Et en fait, il s'agit d'une imposition minimale, c'est-à-dire pour ceux qui ont plus de 250 000 euros par an de revenus qu'ils déclarent. Souvent, il existe de nombreuses niches, de nombreux abattements qui, en fait, leur permettent de diminuer extrêmement leurs impôts. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, si finalement les impôts qu'ils payent représentent moins de 20% de leur revenu global, eh ben, on va les taxer à au moins 20%. Et donc, le gouvernement avait proposé d'instaurer ça de façon exceptionnelle et temporaire. Et l'Assemblée nationale a supprimé le caractère temporaire. Et ça, par exemple, c'est un exemple où le MoDem également a appuyé le fait d'en créer pour toujours. C'était censé rapporter 2 milliards de recettes. Ensuite, il y avait une surtaxe sur les grandes entreprises qui a également ensuite été renforcée par l'Assemblée nationale, une taxe sur les rachats d'actions également renforcée par l'Assemblée nationale, le renforcement d'une taxe sur les billets d'avion et puis le renforcement de la fiscalité de meublés de tourisme du type Airbnb qui devait rassembler 1 à 1,5 milliard d'euros. Voilà, donc ça, c'était un peu les propositions du gouvernement qui ont été augmentées par l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu des propositions du NFP, dont vraiment la principale qui rapporte beaucoup, en théorie, c'est soit on peut l'appeler l'impôt universel sur les multinationales ou la taxe Zuckman sur les bénéfices des multinationales réellement réalisés en France. Donc, il s'agit simplement de taxer les entreprises sur leur activité en France avant qu'elles rapatrient leur argent souvent dans des paradis fiscaux. Et donc, cette taxe était censée rapporter 26 milliards d'euros. Il y avait ensuite une taxe sur les super profits. Donc là, il s'agissait de comparer la moyenne des profits durant les 5 dernières années et de voir la différence avec cette année. Donc, s'il y avait une trop grande différence, on les taxait avec des différents taux de taxes et c'était censé rapporter 15 milliards d'euros. Une autre taxe Zuckman également, c'est le nom d'un économiste, et cette fois-ci sur le patrimoine des milliardaires, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont, les millionnaires, pardon, pour le patrimoine qui excède 1 milliard d'euros, pardon, c'est 1 milliard d'euros, voilà, je me suis trompé dans le texte. Pour la partie qui excède le milliard d'euros, on taxe 2% là-dessus. Et c'était censé rapporter 13 milliards d'euros en touchant très, très peu de monde au fond. Enfin, une taxe de solidarité sur les dividendes de 10% pour les groupes du CAC 40 qui devait rapporter 6 milliards. Et ici, ça avait un caractère exceptionnel, donc juste pour cette année. Également, le renforcement de la taxe GAFAM en la passant de 3 à 5%. Et puis, le renforcement de la taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe qui est à l'origine de la création de l'association ATTAC. Donc, l'idée, c'était d'augmenter son taux et d'augmenter son assiette. Donc, tout ça, c'était venu du nouveau Front populaire, mais les autres composantes également ont été actives et ont apporté des solutions, on va dire. Il y avait des mesures qui étaient transpartisanes, avec un E à la fin, n'est-ce pas, Mathias? Donc, par exemple, la taxe kilométrique sur les produits importés. Donc, grosso modo, l'idée, c'est, plus ils viennent de loin, plus ils sont taxés, selon le nombre de kilomètres qu'ils ont voyagé. Ou encore une taxe qui pénalise les entreprises qui ne respectent pas la féminisation de leurs instances de direction. Même le RN a fait quelques propositions qui ont été adoptées. Par exemple, étendre aux GAFAM le paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de communication électronique ou assujettir à l'impôt les filiales européennes des groupes français. Et même les Républicains ont proposé de renforcer l'exit tax ou même de la réinstaurer parce qu'en fait, elle a presque disparu avec Macron.
c'était une taxe qui avait été créée par Sarkozy, en fait, pour un peu freiner l'évasion fiscale. Donc même, la situation est tellement grave que même les gens de droite en ont marre de l'évasion fiscale. Enfin, il y avait aussi des baisses d'impôts, en fait. Et la baisse d'impôts, c'est les impôts. L'idée, c'était de baisser les impôts qui touchent. Et l'impôt qui est le plus injuste, c'est la TVA, parce que proportionnellement, elle touche bien plus les pauvres, puisque leur consommation représente une plus grande partie de leur revenu, que les plus riches. Et alors là, c'était des exemples sur quoi la TVA était censée baisser, sur les transports publics, sur les prothèses handisport, sur la rénovation des HLM, sur les croquettes pour chats même, j'ai lu, donc c'est rigolo ça. Mais en tout cas, il y avait une grosse partie de baisse d'impôts. J'ai oublié de le marquer. Je crois que c'était dans l'ordre de 17 milliards d'euros, ou dans cet ordre de grandeur en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour donner voilà, un vite aperçu. Ça fait un peu beaucoup d'informations d'un coup. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Déjà, il s'agit de quel montant de recettes au total? Il y a différentes estimations. C'est beaucoup d'argent, c'est pas facile à compter non plus, donc il y a des calculs un peu différents. Donc Éric Coquerel, lui, considérait qu'avec ça, on pouvait récolter 75 milliards d'euros. Donc même plus que les 60 milliards qu'il y avait besoin. Le gouvernement, lui, considérait qu'en fait, il s'agissait de 35 milliards de nouveaux impôts. Et pour Charles de Courson, qui est le rapporteur général du budget du groupe Lyot, il considérait qu'en fait, on pourrait attraper seulement 12 milliards d'euros parce qu'il y aurait une tonne de mesures qui, en fait, sont pour lui euro-incompatibles ou inconstitutionnelles. Et donc là, on touche quand même un point peut-être important du programme qui n'est pas forcément du Front populaire, mais qui était de la NUPES, qu'il s'agit de la désobéissance ou la dérogation à certaines règles européennes. Et ça faisait partie de la NUPES. Donc, c'est dire vraiment s'il y a une urgence, voilà, il y a une question importante, voilà, il y a un budget, il faut qu'il soit même, en plus, la Commission européenne dit qu'il faut que ce soit en équilibre. Alors, d'accord, on va le mettre en équilibre. Et du coup, il faut qu'il y ait des revenus. Et voilà. Et des fois, il y a des règles de concurrence, des règles etc., qui empêche ça, et c'est dire, bon, voilà, c'est important, donc là, on ne va pas respecter les règles européennes, donc il y a un rapport de force qui va s'instaurer. Bon, là, il s'agissait vraiment que du PLF. Après, pour le PLFSS, donc pour la sécurité sociale, il y avait d'autres mesures, comme les surcotisations de hauts salaires, par exemple. Et donc, la grosse conclusion à tout ça, surtout, c'est dire, voilà, des fois on crie en manif de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Et bon, c'est montrer que voilà, ce n'est pas qu'un slogan, l'austérité n'est pas une fatalité. L'Assemblée nationale l'a démontré, je veux dire, elle a montré, les élus de la nation ont montré qu'on pouvait trouver de l'argent, même en situation difficile économiquement. Et donc cette bataille, elle reviendra. Et donc, c'est à nous déjà aussi d'intégrer toutes ces mesures, tous ces milliards, parce que je pense à la fois nos députés vont se battre à l'Assemblée, mais au niveau de la société, il faut vraiment aussi se battre pour vraiment lutter contre cette fatalité qui dit qu'il n'y a pas d'argent, voilà, il faut qu'on se serre tous la ceinture. Et il y en a qui en ont beaucoup. Et donc, on a quand même les moyens d'améliorer cette société et d'en faire une belle société attractive avec des beaux services publics. Donc, le NFP a montré qu'il est prêt pour cette bataille au Parlement. Il a toutes les mesures qui sont déjà préparées. Donc, on attend de voir comment ça se passera. Mais je pense que tout le monde à son niveau se battra pour cela.